grand dialogue. Sigi Kafoba. Idewani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Référendum, un compromis est-il possible entre les acteurs politiques avant le 18 juin sur le thème du grand dialogue de ce soir? La carte biométrique sécurisée n'est plus l'unique document de vote pour le référendum du 18 juin. Les électeurs ont désormais la possibilité de voter avec la carte d'identité nationale, le passeport et le permis de conduire. Cette mesure dérogatoire à la loi électorale a été prise par le gouvernement par ordonnance, alors que des partis politiques s'opposent au projet de constitution. D'autres demande de surseoir à la tenue du référendum. Un compromis est-il possible entre les acteurs politiques? Ce référendum permettra-t-il de donner plus de lisibilité sur les autres élections? Le grand dialogue de Studio Tamani réfléchit sur ces questions. Nos invités, Dr Mamadou Tembeli du parti Rassemblement pour le Mali RPM, Boulambaro, membre du directoire du parti CINID, Congrès national d'initiative démocratique, Dora Cheikh Diarra, secrétaire à l'organisation du parti SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, Noun Togo, président du parti ISR, Union pour la sauvegarde de la République. À la présentation, je suis Imrana Kilomaïga, invité, auditeurs, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Docteur Mamadou Tembeli, quelle lecture faites-vous de cette mesure dérogatoire prise par le Conseil des ministres? Merci à nos auditeurs. Et je remercie Studio Tamani de nous avoir donné l'opportunité de donner notre point de vue sur ces premiers points. Cette mesure dérogatoire montre pour nous l'impréparation des autorités quant à l'organisation de ces référendums. Vous savez, je me rappelle bien, en mars dernier, le 19, c'était la première date pour ces référendums. Il y a eu un communiqué du gouvernement qui a parlé d'un léger report et pour permettre la pleine opérationnalisation de l'EJ et prendre en compte aussi certaines recommandations des assises. Donc si aujourd'hui on nous parle d'une date du 18, nous, en notre avis, ces questions étaient quand même prises en compte. Si aujourd'hui on nous parle d'une possibilité qu'il y ait d'autres pièces pour permettre aux Maliens d'aller voter, ça contredit un peu le président de l'EJ qui, quelques jours avant, avait quand même fait un point de presse pour dire qu'en 48 heures, il pouvait être prêt. Donc, le fait d'ajouter d'autres pièces, alors que la loi électorale dit clairement que les seules pièces valables pour l'organisation des scrutins restaient quand même les cartes d'identité nationale biométriques. Donc, si une loi parle de ça, la loi, elle est claire. Maintenant, une ordonnance qui contredit cette loi montre en quelque sorte que vraiment le niveau de préparation n'était pas à hauteur des souhaits. Et c'est ça l'inquiétude de nous au sein du RPM. Parce qu'on s'est dit, et avec déjà tous les scrutins annoncés, pour le peu de temps qui reste, si on ne fait pas attention, on risque de sortir du délai imparti qui est les 24 mois, qui peut ne pas rester sans conséquence. Voilà pourquoi nous on a dit qu'il fallait quand même revoir la position et par rapport à ça, et surseoir à ces élections référendaires et aller à l'essentiel et donner la chance au nouveau président démocratiquement élu pour qu'il conduise vraiment ces réformes. Donc moi je pense que l'impréparation est pour nous l'élément clé qui a quand même poussé les autorités à prendre cette ordonnance pour combler ces vides. Dora Cheikh Diarra, vous êtes du parti SADI. Est-ce que vous partagez son analyse selon laquelle ce référendum souffre de préparation? Non, mais ça c'est évident. Ça c'est évident. Puisque déjà la loi électorale elle-même
qui faisait déjà l'objet de beaucoup de commentaires et de débats, est violée par cette ordonnance. Je ne sais pas, je ne suis pas un expert, je ne vais pas m'aventurer là-dessus, mais je ne pense pas qu'une ordonnance est en mesure, n'est-ce pas, de changer, de modifier des dispositions d'une loi. Même si cela était vrai, dans un pays en crise comme le nôtre, avec tout ce que nous subissons, avec tout ce que nous connaissons, aller à un référendum qui est aussi très très contesté aujourd'hui par rapport à la qualité même des hommes et des femmes qui sont aujourd'hui à la commande de notre pays. Ça, c'est un débat. Je ne vais pas rentrer dans ces débats-là. On a eu l'occasion de faire longuement et largement ces débats-là. Mais ce qui nous inquiète aujourd'hui au niveau du Parti Sadi, c'est la transparence même du scrutin. Nous venons de loin, vous le savez. Vous savez qu'au Mali, ce qui a précipité plusieurs organisations dans les rues contre le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta était lié aussi à des crises électorales. C'est vrai qu'il y avait déjà des grognes. Les Maliens se plaignaient. Et ça ne va vraiment pas dans beaucoup de domaines, ça n'en l'est pas. Mais ce qui a précipité, la goutte d'eau qui a débordé les vases, c'était des élections présidentielles et législatives mal organisées. Les mêmes expériences, dans les mêmes conditions, donneront inévitablement les mêmes résultats. C'est pourquoi nous devrons apprendre des erreurs des autres. Je pense que la vie ne nous donne pas suffisamment de temps de commettre les erreurs des autres et avoir le temps de les corriger. Donc si d'autres sont passés par là avant nous, ont fait des erreurs, en tout cas pour nous c'était des erreurs, qui ont posé à notre problème ce que nous connaissons aujourd'hui. Si Dieu fait que vous avez la charge de gérer ces pays-là, je crois qu'à des moments, il faut arrêter. Nous pensons aujourd'hui au niveau du Parti Sadi que nous avons d'autres priorités. Nous savons tous que les problèmes que connaissent le pays ne sont pas des problèmes de texte, mais plutôt d'application des textes. L'urgence au Mali aujourd'hui, ce n'est pas des référendums. L'urgence au Mali, c'est de sortir rapidement de la crise. Et comment sortir rapidement de la crise? Sur le plan social, il faut amener la paix. Et sur le plan politique, il faut retrouver la normalité. Donc nous disons aujourd'hui aux spectateurs, nous pensons que ceux qui sont à la commande aussi font partie des spectateurs, de prendre l'ampleur de la mesure, la mesure de l'ampleur de la situation. C'est extrêmement grave de ne pas aller dans cette aventure-là. S'ils ne sont pas prêts d'aller à des référendums qui sont déjà contestés, qu'ils organisent des élections présidentielles dans un délai vraiment acceptable, partagé par tous les acteurs et qu'ils se retirent. Quelqu'un a dit, plus ça dure, plus ça devient dur. D'accord. Boula Barou, le RPM et le parti Sadi parlent de même langage. Pour le RPM, cette mesure dérogatoire montre l'impréparation du référendum. Qu'en est-il réellement? Merci beaucoup et merci à tous ceux qui participent à ce débat avec nous. Cette mesure dérogatoire que vous venez de citer rentre dans le cadre de la perfectibilité du processus électoral. C'est pour rendre davantage perfectif le processus électoral qui est déjà enclenché. Donc, qui connaît les élections? Nous avons notre expérience pratique en matière d'élections. C'est vrai que de bonne foi, le gouvernement avait initié l'impression de la carte biométrique pour seul document qui permet aux gens de voter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la carte biométrique qui sort, il n'y a pas la mention des centres de vote, il n'y a pas la mention des bureaux de vote. Parce que la mention des bureaux de vote, la mention des centres de vote n'apparaît pas sur la carte biométrique. C'est une carte biométrique nationale, mais on voulait faire de ça on voulait donner d'autres vocations à la carte. Mais face à ces constats, on est obligé de trouver d'autres solutions. Ça, c'est la pratique électorale qui impose à ce qu'on passe par d'autres élections, et par d'autres mesures. Ces mesures-là,
on a parlé des cartes d'électeurs que vous n'avez pas citées. Il y a eu des fois, on a vu des cartes d'électeurs qui ont été imprimées, qui sont mises à la disposition des gens, qui comportent toutes les mentions, y compris la photo. D'ailleurs, ils ont dit qu'ils vont réfléchir comment trouver les voies et moyens pour permettre aux gens de voter avec d'autres pièces d'identité. Encore, ils n'ont pas défini. Donc, aujourd'hui, quand on est en face des gens qui ne veulent pas qu'on aille à une élection référendaire, mais qui réclament à ce qu'on aille à une élection présidentielle, tout ça, là, ça relève des élections. En quoi l'élection référendaire gêne, mais plutôt l'élection présidentielle ne gêne pas? C'est ça les débats. Et si on veut, dans cette période de transition, si on veut régler tout par le droit, on passe à côté. Voilà pourquoi j'ai tout le temps dit que le débat est purement politique et qu'on aille au débat sincère sur le plan politique. Et c'est à ce seul prix qu'on peut trouver les voies et moyens pour sortir de la transition si effectivement nous voulons sortir de la transition. Mais ceux qui sont réticents par rapport au processus qui est en cours, sans nous installer dans une transition sans fin. Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, la transition sera sanctionnée par une élection. Et c'est cette élection qu'ils ne veulent pas. Finalement, on se pose la question. Qu'est-ce qu'on veut finalement pour ces Mali? D'accord. Pensez-vous que cette décision du gouvernement va-t-elle permettre une participation massive au scrutin? L'idéal, c'est ça. L'objectif, c'est ça. Maintenant, il faut travailler à faire en sorte que le maximum de personnes puissent être concernées par ces élections et les amener à voter. C'est ça l'idéal. Et je pense que les mesures dérogatoires, comme je viens de le dire, rentrent dans ce cadre-là, pour ne pas priver d'autres Maliens de leur droit de vote. Trouver des voies et moyens pour que chacun puisse voter, bien entendu, dans la transparence et dans la confidentialité. Maintenant, c'est à nous, acteurs politiques, de réfléchir, puisque nous avons l'expérience dans la pratique électorale, d'apporter nos petites expériences par rapport à ce que nous constatons comme faiblesse et imperfection par rapport à ce que nous constatons. Vous avez cité l'EJ. On a vu ici, l'EJ a été créé par la loi. Cette loi, la loi dont on vient de faire écho, qui a subi plusieurs modifications, la promotion de cette loi a été faite par des gens en face de nous, qui ont salué cette loi. Mais la loi, avant que la loi ne soit appliquée, la loi a subi 2 modifications. Et encore, cette même loi qui a fait couler beaucoup d'encre n'arrive pas encore à faire face à la réalité politique. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faudrait que les débats soient un débat profondément politique. Nous, Togo, le RPM s'interroge sur le niveau de préparation qui n'est pas à hauteur de souhait selon les explications de Dr Tembeli. Il affirme qu'on risque de sortir dans le délai du chronogramme. Le SADI va plus loin, dira que l'ordonnance n'est pas en mesure de changer ou modifier une loi. Il a bien précisé pour dire qu'il n'est pas juriste, il ne va pas s'hasarder pour aller approfondir la réflexion. C'est ce que mon jeune frère de Sadi a dit. Alors donc, ça me fait rappeler l'histoire du 11 mai. Si j'écoute mon frère, docteur Tebeni, de Alpha Omar Konaré. Un mois, on dit qu'il n'y avait pas de liste. On annule les résultats des élections. 30 jours plus tard, on organise l'élection présidentielle, Alpha Omar Konaré passe. Je pense qu'on n'est pas dans ce cas-là. Aujourd'hui, c'est que les techniciens ont travaillé normalement depuis 1 an. On devrait sortir des processus électoraux, on devrait avoir un président de la République. Les élections, la préparation a commencé depuis des années. Nous sommes à la fin et la mise en place de l'AISE, c'est ces mêmes partis politiques qui ont apprécié en son temps, ils sont sortis pour faire des communiqués, pour beaucoup apprécier la création de l'AISE, même si nous avons en son temps, on a eu des réserves pour dire que ça n'était pas bien fait. Mais aujourd'hui, c'est que si nous écoutons le premier responsable du l'AISE, lui, il dit clairement qu'ils sont prêts, même si c'est dans 48 heures, ils peuvent aller vers l'organisation. Pour moi, c'est l'essentiel. Et il est important de faire des petits réglages. Les cartes biométriques, je ne vois pas en quoi ça va nous parler de la mauvaise organisation. C'est pour tout simplement permettre aux Maliens
d'aller donc se présenter pour dire que je m'appelle Noum Togo. Et donc, on regarde la liste et donc, pour que je puisse voter. Aujourd'hui, s'il y a la possibilité avec la loi, les juristes ont travaillé là-dessus, ils savent très bien que c'est faisable. Et quoi, on a la possibilité de dire que c'est, oui, il s'appelle Noum Togo, c'est le vrai Noum Togo à travers la carte d'identité. Je ne vois pas d'inconvénient, je ne vois pas de problème. Et la carte biométrique, c'est eux-mêmes, ça a commencé avec le processus d'Ibrahim Boubacar Keïta. Souvenir pour souvenir, je me souviens, c'était le ministre, en son temps, le général Salif, avec le prince en son temps, qui ont voulu gérer cette situation. Mais aujourd'hui, on est sorti de tout ça. Mais je pense réellement que le processus continue. Forcément, c'était bien aujourd'hui, même ce qui est sorti. Nous sommes en train de voir au 12e arrondissement ou dans beaucoup d'autres arrondissements, dans d'autres commissariats, les cartes sont disponibles. Comme vous le savez, Ibrahim Boubacar Keïta a été élu ici, pas plus de 2 millions de Maliens qui l'ont choisi. Les Maliens, est-ce que les Maliens votent? Maintenant, aujourd'hui, c'est de travailler pour que nous puissions donner la possibilité aux Maliens de se retrouver. Et je dis, pour terminer, c'est que ce n'est pas à nous de prendre la décision au nom du peuple malien. D'accord. Pour des référendums. Maintenant, c'est au peuple de dire on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Ce n'est pas nous, les partis politiques. On n'est pas seulement... Ce n'est pas à nous de dicter les directives donc, de la nation. D'accord. Cette décision dérogatoire est-elle contradictoire avec la loi électorale? Je ne crois pas. Parce que vous savez, en général, si on prend des décisions de ce genre, c'est des spécialistes qui réfléchissent là-dessus. On a des spécialistes dans tous ces domaines-là. Et c'est faisable, ils savent très bien que l'ordonnance, on peut prendre l'ordonnance pour ça. C'est faisable, ils le savent très bien. Mais comme on veut le mettre dans des polémiques inutiles, moi je pense qu'aujourd'hui il faut revenir parce que nous sommes à quelques mois des élections. Je pense que si ce n'est pas Dieu, personne ne peut arrêter ce système-là. On va aller, c'est au peuple de dire que je suis d'accord. Et si aujourd'hui ils ont la majorité des Maliens, ils parlent au nom du peuple malien, ces hommes politiques-là, de sensibiliser donc ceux qui sont avec eux et de voter non. D'accord. Docteur Tambéli, cette mesure est-elle contradictoire avec la loi électorale pour vous? Bon, d'abord, je crois, je vais d'abord rebondir un peu. Et je ne pense pas que nous avons dit que la loi électorale, la nouvelle loi électorale, pour nous, on n'a jamais dit qu'elle n'était pas bonne. Et on est en train de parler des insuffisances du niveau de préparation. C'est vrai, nous avons salué les votes du CNT par rapport à cette nouvelle loi. Nous n'avons jamais dit le contraire. Et nous n'avons jamais dit aussi que nous sommes contre les élections référendaires. Vous savez, soyons... Mais pourquoi vous vous opposez alors? On ne s'oppose pas. Il y a ce qu'on appelle la procédure. Vous avez dit tout à l'heure ici d'abandonner et de laisser ça au président. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'est opposé. Élu démocratiquement. Non, ça ne veut pas dire qu'on s'est opposé. Vous savez, quand on dit on veut que ça soit... Si on demande à un gouvernement de surseoir à un référendum, cela n'est-il pas une opposition? Mais si les raisons sont tangibles, est-ce que c'est une opposition? Nous avons des raisons qui nous poussent à dire d'attendre après. Je vais donner des exemples. Et la dernière fois, le président de l'EJ a fait son point de presse. Vous savez, l'ancien découpage n'est plus d'actualité parce qu'il y a déjà ce qu'on appelle la nouvelle formule qui a été votée et promulguée. Mais quand le président de l'EJ se permet de dire qu'il risquerait de faire ces référendums sur la base de l'ancien découpage, est-ce que l'ancien découpage, la loi qui régit l'ancien découpage, n'est plus d'actualité? N'est plus d'actualité. Imaginez-vous, c'est inquiétant. Ça, c'est un. Lui veut qu'on aille avec des élections sur l'ancien découpage qui n'existe plus. Est-ce que réellement, c'est pas inquiétant? Ça, c'est un. Deux, le fichier électoral qui doit réellement nous amener à ces élections doit venir de l'administration territoriale vers l'EJ. Et l'EJ doit normalement faire la réactualisation de ces fichiers pour enlever les impuretés. Est-ce qu'aujourd'hui, l'EJ est en possession de ces fichiers électoraux? Ça, c'est dit. Troisièmement,
Mais ça, c'est des questions que vous vous posez, mais est-ce que ces questions vous permettent de demander de surseoir à ce référendum? C'est des interrogations que vous faites. Mais ces questions sont tangibles. Ces questions sont de nature à amener du doute dans l'organisation transparente de ces référendums. Nous, notre inquiétude, ce n'est pas l'élection référendaire, c'est le délai imparti. Vous savez, la première date de la première phase de la transition de 18 mois, c'est le fait de ne pas respecter ces 18 mois qu'on est allé à l'embargo et sur le Mali. Et aujourd'hui, on a demandé une rallonge de 24 mois. Et on pense que si on ne fait pas attention, on risque de sortir du délai. Est-ce que le fait de sortir de ces délais-là peut rester sans conséquence pour la population? Donc ça, c'est des interrogations qui nous poussent à dire qu'il fallait aller à l'essentiel. Et pour nous, la conférence, les référendums, c'est quelque chose qui a été demandé depuis sous Alpha. D'accord. Il faut aller à l'essentiel. Est-ce que l'organisation de ce référendum comporte-t-elle des risques? D'abord, nous n'avons pas applaudi à l'EJ. Nous avons dénoncé l'EJ. Pour nous, c'est une machine de fabrication. Voilà. Parce que quand vous lisez même, vous n'avez pas besoin d'être un expert pour comprendre que le jeu est joué d'avance. D'ailleurs, des petits problèmes entre les politiques et les militaires qui sont aujourd'hui au pouvoir, c'était qui va contrôler la machine, qui va avoir plus de représentants pour pouvoir contrôler la machine. Mais de toutes les façons, moi j'ai fini en ces temps-là avec des critiques politiciennes. Parce que pour moi, le pays est tellement menacé que on n'a plus droit à ça. Nous avons dénoncé l'EJ. Mais eux qui ont soutenu l'EJ, c'est eux qui veulent violer maintenant. Parce que... Qui c'est eux? Nos amis. Non, quand je dis nos amis, je n'ai pas parlé des grands frères. Bon, de toutes les façons, je veux dire quoi? Je veux tout simplement dire que l'EJ a prévu l'organisation des élections avec une pièce. Pourquoi? Ce n'était pas gratuit. Carte d'identité, carte nationale, on a déjà eu l'expérience. On sait ce que ça a donné. Mais selon vous, quel est le risque de l'organisation de ce référendum? À la place... En quoi cette organisation? Je vais tout de suite là. Mamadou a voté à la place de Fousseni avec ces systèmes-là. Les gens se connaissent et ça a suscité des problèmes. Donc, c'est pourquoi les gens, peut-être à un moment, ont dit il faut aller avec une pièce. Les cartes, là, les noms, les centres et les bureaux ne sont pas là-dessus. Mais il y a un numéro, quand tu tapes ça, ça te donne ton centre, ça te donne ton bureau, n'est-ce pas? Et donc, pas seulement à Bamako, les gens ont organisé des élections partout, au Mali, pas seulement à Bamako. Donc, je finis par vous dire quoi? Par vous dire que c'est nous qui avons dit que nous n'avons pas besoin de référendum maintenant. Et pourquoi? Et nous, le temps nous donne raison. Le temps nous donne raison, le temps nous dit que les organisateurs de ces référendums-là, en réalité, ne sont pas de bonne foi et ne veulent pas sortir de la transition. Mais pourquoi voulez-vous Ils ne sont pas de bonne foi. Nous ne voulons pas des référendums. Des réformes constitutionnelles alors que cela a été demandé depuis plusieurs années? Je vais vous dire quelque chose. Tous les textes écrits par des hommes sont perfectibles. On peut toujours parfaire. Ça, c'est clair. Et qu'est-ce qui pose problème dans ce texte? Mais quand il y a un problème, on cherche la solution. Les problèmes dans lesquels nous nous trouvons, quelle est la nature de ce problème-là? Quelle est la cause? La cause, c'est le non-respect des textes qui sont en vigueur. Ce n'est pas un défaut des textes, mais c'est lié à l'inapplication des textes. Quand les textes sont violés du jour au lendemain, ça crée des problèmes. Et c'est ce qui se passe. Si la Constitution de 92 était peut-être respectée, on ne serait pas là où nous sommes. Bon, moi, je vais dire quoi? Mais cette constitution de 92 a été décriée par les partis politiques. Non, et aujourd'hui, on veut aller à une réforme politique. Théoriquement, tu fais une constitution aujourd'hui. Mais la question que j'allais vous poser, de quoi souffre, selon vous, ce texte que vous ne voulez pas? D'abord, vous savez pourquoi? De nouvelles constitutions. Ce n'est pas parce que je ne comprends pas. Vous savez pourquoi je ne veux pas aller même au fond? Parce que l'opportunité même
l'opportunité même d'aller à un référendum. Vous avez l'occasion d'aller au fond, la Constitution elle-même, j'ai eu l'occasion de le faire, mais je vais faire peut-être comme vous insistez un peu quelques mots là-dessus. La Constitution elle-même prévoit les conditions de sa révision ou de son changement. La Constitution elle-même prévoit cela. Et ceux qui sont aujourd'hui à la charge du pays n'ont pas la qualité. Mais on va me dire qu'il ne faut pas faire un débat de droit, il faut faire un débat politique. Mais ce n'est pas moi, ce n'est pas ma faute. Parce que ceux qui ont fait les débats politiques à l'époque, des Togo qui sont allés à une conférence nationale, qui ont fait une conférence, ont eu le courage de suspendre l'ancienne constitution. Vous ne pouvez pas avoir une constitution en vigueur et la violer, ce n'est pas possible. D'accord. Donc, je pense que si la Constitution ne permet pas qu'elle soit révisée dans ces conditions-là, mais malgré tout, si là, vous voulez la réviser, déjà, il y a un défaut de forme. D'accord. Mais même le contenu, ceux qui ont demandé la révision constitutionnelle avaient des préoccupations qui n'ont pas malheureusement été prises en compte. D'accord, on va donner une minute. On va donner une minute à Dr. Tem. Il ne faut pas stigmatiser la position des partis politiques. Quand nous parlons des procédures légales. Et il ne s'agit pas des positions personnelles contre qui que ce soit. Moi, je me rappelle encore quand, en son temps, Feu Ibrahim Boubacar Keïta voulait changer la Constitution. Les grands frères Togo faisaient partie de ceux-là qui n'étaient pas pour. Et leur seul argument, c'était quoi à l'époque? L'article 118. Qui dit que même si c'est 1 mètre carré du territoire qui n'était pas sous le contrôle de l'État, on ne pouvait pas aller à un référendum. Et la Constitution de 92 est encore en vigueur. Elle n'est pas changée, elle n'est pas suspendue. Donc maintenant, est-ce que juridiquement, les mêmes conditions qui ont empêché la dernière fois de tenir ces référendums, est-ce que ces conditions aujourd'hui sont réunies ou pas? Ça, c'est un. Dédé. On dit que pour le référendum, c'est un président élu et une assemblée. Est-ce que nous sommes réellement dans ce contexte? Parce qu'il ne faudrait pas stigmatiser les positions des gens comme si c'était des questions de personnes, alors qu'on est là pour parler de la Constitution et de ce qui est logique. Voilà. D'accord. Sommes-nous dans le contexte de changer de Constitution où les mêmes causes les mêmes effets produisent les mêmes causes? Oui, allez-y. Merci beaucoup. Vous savez, le problème, souvent c'est des débats académiques. On nous fait croire qu'ils n'ont pas qualité à changer la Constitution. Mais l'histoire est récente. Les 3 constitutions que nous avons eues en République du Mali, c'est suite à des crises qu'on a écrit la Constitution où on a changé la Constitution. La Constitution de Modibo Keïta, c'est après l'éclatement de la Fédération. Il est venu, des groupes des hommes se sont mis ensemble, ils ont rédigé la Constitution. Et ça a été validé ici, et puis la Constitution, on a accepté. En 1974, avec Moussa Traoré, comment ils ont mis la Constitution? La même chose. En 1991, c'est la transition. Sauf qu'en 1991, non, attends, j'arrive. Il n'y avait pas de constitution. Mais je reviens. Je dis, il n'y avait pas de constitution non, en 1991. Je reviens. Okay. Je dis, c'est la transition. Non, mais vous prenez ce que vous arrangez. Je ne vous apprends pas, parce que vous êtes un acteur de la démocratie. Laissez-le aller au fond de ses idées. L'essentiel aujourd'hui, c'est que c'est de trouver... Aujourd'hui, nous avons voulu valider la chose. À travers ce qui s'est passé, il y a eu plus de 750 et quelques communes où il y a 755 communes, il y a eu l'assise. L'assise, donc, c'est des concertations de la base jusqu'au sommet. Et que les Maliens, plus de 8000 personnes se sont concertées. Même leurs partis, leurs militants ou leurs responsables ont présidé souvent les réunions. Mais au regard de ces questionnements, est-ce que le gouvernement a-t-il été prévoyant en prenant cette décision de convocation? Le président a fait beaucoup d'efforts. Vous vous souvenez, normalement, on devrait aller à ce référendum depuis longtemps. Mais il y a eu des discussions, d'autres n'étaient pas d'accord. Comme les partis aujourd'hui, il ne faut pas dire les noms, nos petits frères qui n'étaient pas d'accord, on était obligé de les capter, les faire venir donc, en essayant donc, les deux personnalités très opposés en son temps, avec des débats, je ne sais pas, très poussés, on les a fait venir, les 2 petits frères.
De l'autre côté, quand les deux sont rentrés là-dedans, ils ont fait 15 jours de concertation là-dedans, ils ont discuté et puis ils sont ressortis. Mais finalement, le président a attendu tout ça pour encore remodeler et reprendre en compte l'aspiration des uns et des autres. Et finalement, donc, il a convoqué. Mais vous pensez que le temps imparti permettra-t-il d'avoir une élection apaisée, acceptée par tous? Vous savez ce qui se passe aujourd'hui. À partir de ce soir, à partir de 16h, le Premier ministre va donner le top départ pour la vulgarisation. On donne l'information à tout le monde. Le véritable problème, c'est qu'il faut aller. Parce qu'aujourd'hui, nous avons accepté, en tant que démocrates, il y a eu beaucoup de choses extraordinaires dans la Constitution. Chacun vote à cause des changements. Moi, je vote la Constitution là à cause de 2 ou 3 articles seulement. Maintenant, les autres, chacun prend ce qui l'arrange là-dedans. Par exemple, aujourd'hui, premièrement, ça va me donner la possibilité, au moins, que la justice que nous réclamons pour que nous puissions avoir la justice, on n'aura plus peur d'un juge, mais on aura, force doit être à la loi désormais. Si un juge fait quelque chose qui ne va pas, je peux l'attaquer. Ça me donne en tant qu'homme politique d'éviter le nomadisme politique. D'accord. Mais est-ce que le gouvernement est suffisamment prêt pour aller à ces élections réellement? Tout est réglé. Aujourd'hui, c'est de demander au peuple, c'est le peuple qui doit répondre à la question. Ça veut dire qu'on va aller au vote. Nous allons remettre... Sait-on aujourd'hui combien de Maliens doivent voter pour cette élection référendaire? Tout le monde le sait. Aujourd'hui, c'est très clair. Combien? Tous les jours, c'est les 8 millions et quelques de votants. Mais comme je vous ai dit, en général, qu'est-ce qui se passe? Depuis combien d'années? C'est plus de 8 millions inscrits sur la liste. La population augmente de jour en jour. Nous sommes plus de 20 millions de personnes. Pourquoi on insiste toujours sur les 8 millions de votants? Je dis 8 millions et plus, ce que nous pouvons ajouter par an, par 2 ans, 3 ans, ne dépasse pas donc les 600, les 800 personnes à l'âge de voter. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On n'a jamais eu 5 millions de votants au Mali. On n'a jamais eu 5 millions de votants. Avec tous ces bouquins d'Ibrahim Boubacar Keïta, Paix et Soumaïla Cissé, on n'a jamais eu plus de 3 millions de votants en République du Mali. Est-ce qu'ils sont légitimes ou ils ne sont pas légitimes? C'est au peuple de le dire. Maintenant, c'est que vous me demandez, est-ce que tout le monde va voter? Au Mali, je te dis, on n'a jamais eu plus de 5 millions de votants. Maintenant, c'est de sensibiliser, de montrer aux Maliens. Et maintenant, si on arrive à avoir cette fois-ci, moi je suis convaincu, on reviendra pour le débriefing. Ici, on aura cette fois-ci plus de 4 à 5 millions qui vont voter pour le référendum. D'accord. 4 à 5 millions qui vont voter pour ce référendum. Est-ce à dire que le fichier électoral est fiable à ce jour? Est-ce que je peux réagir un peu sur ces questions qui sont posées? C'est des questions de précision. On vient de nous dire que c'est les débats académiques. Mais j'ai dû entendre que... En 91, il n'y avait pas de constitution. En 91, avant la chute de Moussa ou après la chute de Moussa? Mais c'est après, quand on parle de nouvelle constitution, après la chute de Moussa. Je voulais comprendre. Quand ATT il est arrivé, ils ont suspendu, il a dit la constitution était dissoute, donc il n'y avait pas de constitution. C'est une lutte populaire qui a fait partie Moussa Traoré, sous la base d'une constitution existante. Moussa Traoré avait sa constitution. Le peuple est sorti pour demander son départ. Et les ATT sont venus pour parachever la lutte du peuple en 91. Exactement la même chose qui s'est passée en 2020. Qu'on arrête de faire les dénis. S'il vous plaît, laisse-moi terminer. Je ne vous ai pas coupé la parole. En 2020, j'ai demandé la constitution est en vigueur. S'il vous plaît, vous aurez la parole, vous aurez le temps de réagir. J'ai demandé les questions de précision. Je pense que la courtoisie permettra à nos téléspectateurs de bien comprendre notre raisonnement. Donc, j'ai dit, il faudrait qu'on arrête de faire les dénis de réalité. La même réalité politique qui s'est passée en 1991, c'est exactement la même chose qui s'est passée en 2020. Mais les gens ont voulu faire les dénis de réalité. Je pense que Sadi a participé à la lutte du M5. Et nous avons demandé ensemble la démission d'un président de la République qui est élu sur la base d'une constitution. Nous savons quand même qu'un président de la République démissionne avec tout son régime, forcément on va aller à une transition. Mais quand nous sommes dans la transition, nous devons avoir plus l'intelligence de gérer les conséquences de la transition. Et c'est ça aussi les hommes d'État. Il faudrait que nous nous assumons. Maintenant, on nous dit, il y a longtemps, je me rappelle le 10 juin, c'est le décret portant création de la commission de rédaction de l'avant-projet, la nouvelle constitution. 10 juin 2022,
Et bientôt, nous sommes à une année de débat. Pour chercher le consensus, pour chercher le compromis. D'accord, revenez à la question posée. Aujourd'hui encore, on veut nous faire revenir à ce débat-là. Revenons à la question posée. Est-ce qu'à ce jour, le fichier électoral est fiable? Je vais y venir. On nous fait savoir, on fait la confusion comme si c'était une révision constitutionnelle. Ce n'est pas une révision constitutionnelle. Seule la révision constitutionnelle est interdite par la Constitution en vigueur. Mais en ce qui concerne le changement de révision, la Constitution en vigueur n'en parle pas. Et en droit, tout ce qui n'est pas expressément interdit est autorisé. Donc c'est pour dire clairement, il s'agit du changement d'une constitution qui est différent d'une révision constitutionnelle. Donc on évoque des choses. Tout ce qui n'est pas expressément interdit en droit est autorisé. Est permis. Donc vous posez la question, si toutefois le fichier électoral. Voilà, s'il est fiable. Mais comment est-ce que la fiabilité du fichier électoral va dépendre de la pratique électorale? C'est-à-dire la pratique électorale, c'est quoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu qu'on a essayé d'actualiser le fichier électoral. Surtout en conformité avec la carte biométrique. La fiabilité, pourquoi la carte biométrique a été introduite? C'est pour avoir plus de fiabilité. Mais dans la pratique électorale, on se rend compte que cette carte, non seulement, il faudrait le reconnaître, que le gouvernement n'a pas été proactif pour fournir cette carte biométrique à tout le monde. Et en plus de cela, le jour du vote, ça risque de poser des problèmes. Il a parlé de la carte Nina. Nous savons au séjour-là que les réseaux ont été bloqués même à Banco ici. Parce qu'il fallait taper. Donc, par les temps qui courent, on dit en plus de la carte biométrique n'a pas été écartée. On dit en plus de ceux qui disposent de la carte biométrique, d'autres cartes d'identification peuvent venir comme supplétif pour permettre aux gens, la Nina et consorts, pour permettre aux gens de voter. Donc, si je pense, à mon avis, que actuellement, ce fichier dont vous parlez de la fiabilité va dépendre du bon déroulement des élections qui sont prévues pour le 18 juin. Et nous devons tous travailler et réfléchir ensemble pour rendre perfectible ce processus. C'est ce que j'ai dit depuis le départ. Ce référendum permettra-t-il de donner plus de visibilité pour les autres élections? Franchement, ce que j'ai dit, c'est un test. Et tout le monde aujourd'hui est pressé qu'on aille aux élections présidentielles. Mais si, avec ces manquements, ces imperfections que nous sommes en train de constater, si nous ne réfléchissons pas sur ces cas aujourd'hui, si c'était l'élection présidentielle, ça allait avoir plus de problèmes. Parce qu'aujourd'hui, les démocrates pensent que tant qu'il n'y a pas l'enjeu du pouvoir, il n'y a pas de démocratie. Alors que le fondement de notre démocratie réside dans la Constitution que nous voulons banaliser, alors que nous devons tous réfléchir pour rendre plus fort cette Constitution qui doit être soumise au vote le 18 juillet, parce que c'est là le fondement qui va déterminer tous les fondements du pouvoir. Nous allons donner le temps à Dr Mamadou Tembeli de réagir. Il voulait à un moment donné réagir, rebondir. Ce qui me met un peu mal à l'aise, c'est les différentes contradictions dans les propos. Dans les propos, en fait. Je parle de M. de Sinid, qui dit d'abord au début que la carte biométrique n'était pas valable pour les élections parce que ne contenant pas les bureaux de vote. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous l'avez dit ici. Non, j'ai dit il y aura des cartes d'électeurs sur lesquelles on va avoir la mention bureau de vote, centre de vote. Et les pièces qui doivent permettre aux gens de voter en plus de la carte d'électeur. Mais j'ai dit, on n'a pas parlé de la carte d'électeur ici. D'accord. En attendant vos interrogations, est-ce à dire que les partis politiques ont pris part au volet organisationnel de ce référendum? Vous savez, moi je vais vous dire, aujourd'hui, l'EJ étant déjà une réalité, il y a ce qu'on appelle le fonctionnement normal de l'EJ. Vous savez, il y a un comité qui devrait quand même, un cadre de concertation qui devrait regrouper la société civile, les partis politiques, et puis l'EJ, et puis l'administration, et sous, bien entendu, l'autorité de l'EJ, du moment que l'EJ est déjà fonctionnel. Mais ces cadres n'existent pas. Et la nouvelle date, si ces cadres existaient, cette nouvelle date devrait être une date consensuelle en fait. Donc nous n'avons pas été associés à la nouvelle date. Mais nous n'avons pas dit
connaît pas oui ou non. Nous, on a juste dit qu'on prend acte. Quand nous avons vu les communiqués du gouvernement, nous avons pris acte. Mais c'est ici, on veut nous faire croire que les gens ne veulent pas aller aux élections alors qu'on veut sortir de la transition. Vous savez, il ne s'agit pas seulement d'aller aux élections. Les élections ont ces critères. Nous voulons qu'il y ait des bonnes élections. Et pour une bonne élection, il faudrait quand même respecter les règles du jeu. Il nous reste 6 minutes à partager ensemble. Selon vous, comment mettre fin à la polémique autour de ce document et nous sortir de cette incertitude? Ce document, nous avons participé à la finalisation avec 2 de nos représentants. Donc, ce n'est pas un document que nous réunions. Et nous ne réunions pas le référendum qui a été demandé depuis sous Alpha. Donc, personne n'a dit qu'aujourd'hui, on n'est pas pour un référendum. Non. Nous sommes pour un référendum, mais on s'est dit que le temps imparti ne nous permet pas d'aller à ces différentes élections. Il faut aller à l'essentiel et mettre les documents au nouveau président démocratiquement élu qui va achever le travail. Donc nous ne sommes pas contre le référendum, mais en ce moment-ci, ce n'est pas le bon moment pour aller à des élections référendaires. D'accord. Sadi, comment nous faire sortir? Rapidement, je dis qu'on ne fait pas un test avec une constitution. C'est trop sérieux pour faire un test avec. On ne teste pas est-ce que c'est bon, est-ce que ça va marcher, est-ce qu'il y a des problèmes avec la constitution. Parce que c'est la loi fondamentale qui va déterminer tout le reste. C'est extrêmement important de le retenir. Et 2, je pense que la situation actuelle, la situation qui a amené le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta est différente de la situation de 91. D'abord, même quand vous prenez les 2 constitutions, la constitution de 92 donne le droit au peuple, n'est-ce pas, de se mobiliser selon les principes dégagés par la loi contre un président, contre toute autorité. Le peuple a les droits. Non, je n'ai pas fini. Mais en 92, je veux dire que ça a été adopté en 92. La Constitution, ce n'était pas en violation de la Constitution. Quand les M5 RP se mobilisaient, les M5 RP inscrivaient son action dans le cadre de la Constitution. D'accord. Mais, en 91, ce qui s'est passé en 91, il faut le dire, un homme a pris le pouvoir pendant un moment de l'histoire d'un peuple avec des armes. Et pendant 23 ans, a soumis son peuple à tous les affres. Et des jeunes gens, accompagnés par leurs parents, sont arrivés au bout de... J'ai fini tout de suite là, au bout de ces pouvoirs. Ceux qui sont venus ont pris leurs responsabilités. Ils ont dissous la Constitution et toutes les institutions. Mais ceux-là qui sont venus au pouvoir... Vous aurez toujours la parole. J'ai fini tout de suite. Après la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta, ceux qui sont venus au pouvoir ont dit clairement que la Constitution de 92... Je ne vous retire pas la parole, mais je veux savoir, est-ce possible de trouver un compromis avant le 18 juin avec les acteurs politiques sur ces questions? Moi, je veux dire tout simplement aux téléspectateurs, au président, son Excellence Assimi, et à tous ceux qui travaillent pour aujourd'hui diriger ces pays-là, je veux dire que nous avons l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, ce n'est pas les référendums. Il faut arrêter avec ça. D'accord. Voilà. Boulambaro, un compromis est-il possible avec les acteurs politiques? Quand tu essaies de voir les caractères même du référendum, c'est le oui et le non. S'il y a à ce stade-là, si on doit encore travailler sur un compromis, cela veut dire qu'il n'y a pas raison d'aller à un vote. Donc à ce stade-là, on va pour un oui, pour un non. Donc on ne va pas quand même perdre notre temps pour dire qu'il faut chercher un compromis. Non. On va au vote, c'est un oui et un non. Et c'est ça qui va départager. Je pense que... Nous, Togo, allons-nous sortir de cette incertitude? Vous savez, le problème, c'est que pour moi, en regardant la Constitution, c'est la Constitution du peuple malien. Cette fois-ci, ce n'est pas quelqu'un qui a écrit la Constitution avec des étrangers. C'est la Constitution du peuple malien. Les hommes et les femmes dignes de ce pays ont écrit ensemble la Constitution. Pour moi, aujourd'hui, c'est de donner le pouvoir au peuple malien de dire aux hommes politiques d'aller convaincre ceux qui ne sont pas d'accord pour un oui ou un non. Moi, je suis pour le principe de demander au président de continuer avec le travail pour que le peuple puisse répondre à l'appel. D'accord.
Malheureusement, le temps imparti ne nous permet pas de continuer ce débat aussi intéressant. Nous parlons du référendum. Un compromis est-il possible avec les acteurs politiques avant le 18 juin, jour du référendum constitutionnel? Et nous étions avec Dr Mamadou Tembeli du parti Rassemblement pour le Mali, RPM, Boulambaro, membre du directoire du parti CINID, Congrès national d'initiative démocratique, Dora Cheikh Diara, secrétaire à l'organisation du parti SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, et Nuhun Togo, président du parti ISR, Union pour la sauvegarde de la République. À la présentation, je suis Mrana Kilomaïga. Ce débat a été coordonné par Sekou Gadjigo. À demain pour un autre débat. Merci de l'avoir suivi.